Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. À l'émission ce soir, l'artiste derrière les petits Tousies est avec nous. On rencontre les comédiens de La Géante et modélistes de train à l'honneur. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. L'invitée de ce soir, je suis vraiment contente de la recevoir parce que non seulement je la suis sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ses produits sont complètement magnifiques. Elle fait du crochet depuis plusieurs années. Elle a de multiples articles en laine pour les tout-petits afin de les garder bien au chaud. Elle a même lancé une nouvelle collection dont on va parler ce soir. À travers ses créations, elle a aussi été en mesure de mettre un baume sur le cœur de ceux qui vivent un début de maternité plus difficile. Bonsoir Camille. Bonsoir. Camille Coulombe, les petits Tousies. Ça vient d'où ce nom-là? Bien, à vrai dire, j'ai choisi ce nom-là pour un peu rendre hommage, je dirais, à mon mari et à mes enfants. Donc, Tousie, c'est pour Tousignan et Tousie, c'est le surnom de mon mari. Donc, ça vient de là, les petits Tousies. OK, mais c'est vraiment mignon. Merci. Ça fait combien d'années que tu crochettes? Je pense que c'est ta grand-maman qui t'a appris, hein, c'est ça? Exactement. Okay. Ma grand-maman m'a appris quand j'avais 15-16 ans environ. Donc, je dirais pas le nombre d'années non, ça va. pour révéler mon âge. Mais ça fait plusieurs années que je crochette puis que c'est un passe-temps qui m'aide beaucoup à gérer mon anxiété au quotidien. OK. Est-ce que tu crochettes plus le soir, la fin de semaine, ou il y a des moments vraiment où, quand tu sens de l'anxiété, tu vas te mettre à crocheter plus? Bien, la plupart du temps, c'est le soir. Okay. Mais quand même, il y a des moments, des fois, que je sais pas quoi faire de ma peau, si je peux dire. Puis là, bien, je vais prendre mon crochet, puis ça va me calmer, comme que je vais jouer du piano ou que je vais faire d'autres types d'art. OK. Moi, c'est vraiment génial. Dis-moi, là, partir une entreprise, on fait pas ça sur un coup de tête. On doit y passer plusieurs années avant. Comment ça a commencé pour toi, les petits Tousies? Bien, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Okay. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire. J'ai fait un bac en administration des affaires. J'ai toujours voulu avoir un petit café. C'est ça que je voulais faire. Et un jour, bien, je suis tombée sur des petites pantoufles semblables, pas tout à fait pareilles, mais très pratiques. Ma soeur, elle habite dans l'Ouest canadien, puis tous les mamans avaient ça dans les pieds de leur enfant. Mais ils n'étaient pas vraiment comme... Moi, je les aimais pas vraiment, mais j'aimais le concept. Oui. Donc, puis je me suis dit, au Québec, il n'y a pas ça. Fait que j'ai dit, bien, je vais essayer de créer mes propres pantoufles et de faire un modèle qui me plaît, qui me ressemble. Puis je vais le lancer au Québec, voir qu'est-ce que ça donne. Puis ça l'a pris comme... Ça a été comme un feu de paille. Hein? Exactement. Oui, c'est ça. Tu as dû rester surprise de l'engouement parce que moi, je t'avoue que je t'ai peut-être suivi l'année ou 2 ans suite à ton lancement, mais j'en entendais parler. Oui. Je suivais un peu sur les réseaux sociaux, sans plus, mais j'ai l'impression que ça a vraiment été quand même très rapide comme réponse de la part des mamans. Oui. Et je pense que c'est pas juste le produit, personnellement. Parce que là, maintenant, je pense que je fais partie presque officiellement de la gang des Tousies. Je te suis sur Facebook, Instagram. J'ai acheté quelques produits aussi. Je me gêne vraiment pas pour le dire. Là, on va en parler, mais le kit de débutant, il est vraiment génial. Puis il y a tout un concept que je trouve qui a tellement été bien travaillé, bien réfléchi, bien pensé. Je ne te connais pas personnellement, mais tu m'as l'air de quelqu'un d'hyper perfectionniste qui veut pas juste vendre des produits, mais qui met vraiment son cœur sur la table puis sa passion au profit des gens et non pas à son propre profit. Effectivement, c'est très gentil de le dire mais comme ça. C'est ce que je ressens aussi quand je vois sur les réseaux sociaux ce que tu fais. Bien, c'est vraiment très gentil et c'est vrai. Dans le sens que j'aime faire des produits qui sont utiles, qui sont pratiques, qui sont pas juste cute, et qui sont pas juste faits pour rester sur une étagère. Donc, j'aime aussi qu'il y ait un but derrière ce que je fais. Donc, je travaille beaucoup avec plusieurs causes parce que ça me tient à cœur, parce que j'ai l'impression de pas juste vendre des pantoufles. Puis, pour moi, c'est important. Santé mentale. Santé mentale. Tu travailles beaucoup en collaboration aussi avec un organisme pour le deuil périnatal. Oui. Ça aussi, je trouve ça vraiment génial. Tu as eu comme plein d'idées aussi qui sont venues par rapport à ça. Oui, le deuil périnatal, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur beaucoup. Ça fait plus que 3 ans que je fais des campagnes à chaque année. Donc, pendant une semaine, je vais partager des histoires des gens qui me suivent, qui ont
qui ont été généreux de leur expérience et qui ont pu nous partager ça. Et ça permet à d'autres familles qui vivent ce type d'histoire-là de se retrouver, de se sentir moins seules, de se sentir comme moins seules dans leur douleur ou dans leur tempête. Puis j'ai créé les pantoufles arc-en-ciel reliées à ça parce que je trouvais que ça pouvait amener un baume ou un geste des fois sur des mots qui sont difficiles à trouver. Donc, ça permet de vraiment faire quelque chose de concret pour les familles qui vivent avec ces tempêtes de la maternité-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup et que j'ai pas fini. J'ai plusieurs beaux projets qui s'en viennent là, cette année en collaboration avec un autre organisme. Donc, je travaille avec plusieurs organismes. Là. Wow! Puis j'ai l'impression que c'est ça. Tu lances beaucoup de collections. Bien, en fait, tu lances une collection, 2 collections par année. Oui. Et tu as toujours la conscience de faire avec des produits qui sont éco-responsables. Entre autres, ta laine, tu te la procures au Pérou. Oui. Puis là, tu me disais quelque chose qui était même vraiment intéressant parce que je ne savais pas, mais de la laine, tu peux même emporter l'été. Absolument. On parle, dans le fond, c'est le bonheur. C'est un peu ce que je disais tantôt quand je dis que je crée des trucs qui sont vraiment utiles. Tous les matériaux qu'on utilise pour la conception de nos pantoufles ou nos produits, bien, entre autres, c'est sûr, c'est notre laine mouton alpaga. Et on utilise aussi des semelles de cuir qui sont doublées en peau de mouton naturelle. Donc, il n'y a aucun matériau synthétique qui est utilisé. Et ça fait que bien, ça a les propriétés des animaux qu'on a eu la chance d'utiliser leur laine. Donc, le mouton, bien, sa laine le protège du froid comme du chaud. Donc, c'est la même chose avec les produits concrets. Mais j'aurais jamais pensé. Donc, c'est super intéressant de les utiliser. J'ai même des clients qui me disent qu'ils utilisent encore plus l'été, sur le bord du feu, en camping, en sortant de la piscine, en l'air climatisé. C'est sûr que quand il fait 40 degrés, on n'a pas besoin de mettre des pantoufles, on s'entend. Mais c'est vraiment très différent comme effet ou comme matériel ou comme pantoufle, si je peux dire, qu'une pantoufle en polar ou qu'une pantoufle en Fantex même. Donc, c'est vraiment super le fun. Même pour adultes, on a réalisé qu'ils ne sentaient rien. Donc, c'est antibactérien. Donc, il n'y a aucune odeur, vu que ça respire bien. Donc, fini les vieilles pantoufles du chum qui puent. Et tout est bien pensé. Il y a vraiment des beaux détails. J'aimerais ça que tu nous parles de tes kits pour débutants. Malgré le fait que je n'ai aucun talent et que j'ai bien de la difficulté à crocheter, il y a plein de beaux vidéos qui ont été faits autant par toi que tu travailles en collaboration aussi avec une personne qui a fait toutes les images. Là, je me souviens pas de son nom, de son entreprise, mais il y a un petit feuillet. Donc, quand je dis que tout est dans les détails, c'est ça. Tu as le petit feuillet pour les gens qui sont plus visuel à le lire et à suivre des étapes, et tu as le visuel en vidéo. C'est vraiment génial. Donc, pour les gens qui ont envie de s'y mettre, qui ont le goût d'avoir un nouveau passe-temps, de passer leur anxiété ou leurs réseaux sociaux le soir, mettre ça de côté puis de faire quelque chose de plus concret, je trouve ça bien, bien le fun. Mais c'est exactement pour ça que je les ai créés. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Hey, tu donnes-tu des cours? » Puis là, je suis comme « Bon, j'ai pas le temps de donner un cours en tant que tel, mais de créer un kit qui permet de réaliser un projet de A à Z. » Donc, le kit, vraiment, il inclut tout. Il vient dans ce sac-là et il inclut la balle de laine, il inclut une petite pochette d'outils avec des crochets, avec les rubans mesurés, des ciseaux. Il y a même des petites étiquettes pour pouvoir mettre sur son projet puis d'être dire, bien, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est pour ça les petits outils plus moi. Donc, le but, c'était vraiment de grandir la communauté puis de pas juste dire l'équipe des petits outils, mais t'en fais partie, toi aussi. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai le projet avec des bandeaux, qu'avec ça, on peut faire 2 bandeaux de laine. Les bandeaux, c'est un de mes très bons vendeurs sur mon site. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager ce patron-là. Mais j'ai plein d'autres projets qui s'en viennent pour les plus petits bébés. Là, par exemple, mon kit de bonnet mitaine. Ça, c'est quelque chose que je vais sortir en kit. Après ça, je vais faire peut-être une doudou, je vais faire peut-être un bonnet dans le temps des fêtes. C'est tout ce genre de petits projets-là. Donc, on va pouvoir choisir ou même s'en procurer d'autres quand on a commencé. Ah, c'est vraiment génial. Merci, Camille, d'être venue à Lézard-la-Naudière. C'est déjà tout pour l'entrevue, mais allez la voir sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir voir, là, il y a souvent des questions qui sont posées. On peut partager avec toi des expériences de vie ou avoir tes propres expériences de vie. Puis, évidemment, il y a plein de contenus super intéressants. Hey, merci encore. Merci beaucoup.
Le 5 mai prochain, le Centre culturel des Jardins accueillera le festival et concours de musique classique de la Naudière. Cet événement offre une opportunité de revisiter les œuvres majeures de la musique classique tout en permettant de découvrir de jeunes musiciens âgés de 5 à 25 ans. Ce concours revêt une importance significative pour ces jeunes artistes. L'univers ferroviaire est fascinant, notamment avec le Petit Train du Nord, le premier à circuler dans la région de la Naudière. Depuis 38 ans, des passionnés de train de la société Modélisme ferroviaire La Naudière travaillent à reproduire en miniature les trains qui parcourent les villes et villages de la région. TVRM les a rencontrés pour découvrir leur métier et en apprendre davantage sur notre histoire ferroviaire. On a la Société des modélistes ferroviaires de la Naudière, qui est un club de trains miniatures qui a été fondé en 1986 par un groupe de retraités de la région de Joliette qui avait passé une annonce dans le journal demandant s'il y a des amateurs de trains qui voudraient se regrouper afin de former un club. Le président fondateur, c'était une personne qui était bien connue à Joliette, qui s'appelait M. Philippe Thibault. Et on est présentement 25 membres. Le réseau est en constante évolution. Il y a beaucoup de nouveautés qui s'ajoutent quasiment toutes les semaines, selon l'imagination des gars. Puis ce qui est le fun dans le groupe, c'est que les gens touchent à tout. On a des amateurs de maquettisme comme tel, qu'eux autres, les trains, ça ne leur dit pas. Il y en a d'autres que c'est juste les trains. Il y en a, c'est l'électronique. Il y en a d'autres, c'est la programmation. Il y a d'autres, des amateurs d'histoire ferroviaire, comme mon collègue ici, puis moi aussi un peu. Et puis, on touche à toutes les facettes. Vous savez, il y a eu 66 gares sur tout le territoire administratif de la Naudière. Donc, il n'en reste qu'une aujourd'hui, qui est la gare de Joliette comme telle, celle qui est utilisée par Via Rail. Alors, heureusement qu'il y a eu, au fil des ans, des photos qui ont été conservées et archivées. Il y a différents styles architecturaux selon que les compagnies étaient, à l'époque, le Québec, Montréal, Ottawa, qui était la ligne qui faisait Terrebonne jusqu'à Trois-Rivières, Québec, et ou les lignes du Canadien national qui avaient un style d'architecture différent. Les gares, notamment le Canadien Pacifique, avaient des modèles de plans standards. Donc, ils ont reproduit ça, et si vous portez attention, que vous regardiez une photo de la gare de Terrebonne, ou de Mascouche, ou de Lanoraie, ou de Berthier, vous allez voir que c'est le même architecte, c'était le même plan. On a aujourd'hui là, un beau patrimoine photographique, à défaut d'avoir un patrimoine réel. Et on en a aussi quelques-unes en gare modélées. Donc, c'est intéressant là, de pouvoir sauvegarder ça, cette mémoire-là. Bon, on a souvent des réunions de planification. C'est là où, des fois, qu'il y a plus d'arguments, puis d'échanges d'idées, jusqu'à temps qu'on en vienne à un consensus. Des fois, chaque personne est obligée de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Il faut qu'il y ait une certaine harmonie, puis, on pourrait dire de l'urbanisme. Puis que ce soit crédible à côté d'une voie ferrée ou dans une ville, puis à une époque bien précise. Maintenant, on a fait le constat de regarder ce qu'on avait sur le réseau, les édifices dominants, les véhicules, ce qu'il y avait, les trains que les membres roulaient. Alors, on s'est dit, ouais, on roule beaucoup de choses qui sont plus de la fin des années 60, 70, mais on a encore des gens qui vont utiliser du CP, du CN. Alors, VIA est arrivé en 77, donc quelqu'un pouvait rouler un VIA, mais aussi un CP. Ça permettait de cohabiter ces époques-là ensemble. L'interactivité, ça s'est arrivé de drôle de façon. Il y a eu une certaine époque où il y avait une grosse mode des réseaux modulaires de train. Ce sont des tables qui peuvent se transporter dans différentes expositions. On sortait ça du camion, puis on branchait ça, puis on faisait rouler toute la fin de semaine nos trains. Puis on se rendait compte que les gens couchaient tout le temps. Et regarde le beau, la belle locomotive, il déraillait. Fait qu'à un moment donné, on était tanné de dire aux gens, touche pas, touche pas. Fait qu'il y a eu une idée comme ça, on met un bouton pour faire allumer une lumière. Là, c'était instantané. Les gens passaient le temps à faire marcher ça.
mais il touchait peu au train. Fait qu'on a appliqué le même principe ici. On a commencé à en faire des choses très simples comme allumer un boulevard, puis s'en est rajouté. Et on a fait le décompte. Présentement, on a 22 boutons interactifs de choses qui peuvent être animées par les visiteurs. Et on a un hélicoptère sur un édifice en hauteur qui décolle et qui atterrit. Il y a même le son qui accompagne ça. On a des laveurs de vitres sur un édifice. On a... la bécosse. La bécosse, celle-là. Une bécosse, là. Mais la porte ouvre, mais on a mis un module de son. C'est sans compter aussi tout ce qui visuellement est là. Si vous portez attention, dans le cimetière, il y a une funéraille. Le prêtre est en train, on voit le cercueil. Si vous regardez dans les boisés, vous allez voir des chevreuils. Alors, il faut être observateur, fin observateur. On reproduit la vie dans la maquette. C'est pas juste un véhicule sur 2 rails qui se promène. Tout en respectant l'échelle de façon assez stricte. On a des outils, exemple, la règle à l'échelle. Fait que si on veut faire un édifice de 40 pieds, bien, l'échelle est déjà marquée 40 pieds à l'échelle. Nous autres, c'est l'échelle à chaud qui s'appelle 1,87, qui est une des plus populaires en Amérique du Nord, puis la plus disponible. Il existe des groupes comme nous qui peuvent quand même donner certains conseils. Vous avez quand même encore quelques boutiques. Ça a tendance à disparaître, c'est de plus en plus en ligne, mais sur Internet, il y a énormément de tutoriels en français, en anglais. Puis je vous avais juste à aller sur Internet, sur YouTube, il y a une multitude de vidéos qui vous montrent comment démarrer, c'est quoi la différence des échelles, les techniques de modéliste. Donc, c'est vraiment... Et en plus, il y a des revues spécialisées. Je nomme Model Railroader, qui est américain, mais il y en a d'autres. Qui existe depuis 80... oui, très, très ancien, c'est ça. Donc, il y a plein d'outils à disposition des gens pour se lancer là-dedans. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet avec vous par rapport à la lecture, la littérature jeunesse. Comment donner le plaisir de lire à nos enfants? Bien, je pense qu'on a un petit peu de boulot à faire comme parents parce que bien, c'est nous les meilleurs modèles pour nos enfants. Oui, il y a des enseignants allumés dans les écoles, mais vous êtes dans vos familles, dans vos maisons, vous-même un modèle de lecteur. Présentement, qu'est-ce qui vous passionne en lecture? Est-ce que vous avez des coups de cœur? Vous lisez quoi? Les journaux? Des recettes de cuisine? Avez-vous un roman coup de cœur? Est-ce que vous lisez seulement dans vos vacances ou un petit peu à tous les soirs avant de vous coucher? Parlez de ça à vos enfants. N'hésitez pas à leur montrer comment vous obtenez votre plaisir de lire. Même parler des différents personnages que vous rencontrez. N'hésitez pas à discuter de ces sujets-là avec vos enfants. N'hésitez pas quand vous allez à la bibliothèque avec vos enfants. Vous aussi, prenez 10 livres à votre choix. Donc, mes recommandations pour cette semaine s'adressent donc à vous. Dernièrement, j'ai été vraiment surprise par un livre qui a gagné plusieurs prix littéraires qui s'intitule « Ce que je sais de toi » d'Éric Chacour. Une super belle histoire où on nous amène dans une Égypte des années 80, un homme face à la découverte de son identité sexuelle. C'était vraiment tout en douceur, un très, très beau roman. Ensuite de ça, bien, je suis une grande passionnée aussi des romans graphiques. Donc, une belle découverte que vous pouvez aussi lire avec vos enfants, je dirais de 10, 11 ans et plus, Le Petit astronaute de Jean-Paul Ed, où on est face à une sœur qui nous parle de son petit frère qui est complètement différent des autres. Donc, une histoire touchante, puis on se promène partout dans la ville de Montréal. Et bien, maintenant, je suis aussi en contact littéraire, si on peut dire, avec Michel Jean, un auteur que j'apprends à connaître, qui écrit depuis des années. Mais en fait, pourquoi je le cite aujourd'hui, c'est que avec ses derniers livres, Coucoum ou Chimique, c'est des livres qui sont très populaires présentement. Et avec raison, il aborde plusieurs enjeux liés aux Premières Nations. Moi, j'apprends plein de choses, puis je me rends compte que je connais rien finalement par rapport aux Autochtones. J'adore ces lectures pour l'apprentissage qu'ils me procurent par rapport à nos Premières Nations. Donc, n'hésitez pas à être des bons modèles pour vos enfants, partagez vos lectures, puis ayez vous-même du plaisir à lire.
cet été au Centre culturel Desjardins de Joliette la pièce musicale La Géante du 11 juillet au 10 août. Une pièce mise en scène par Jade Bruno qui met en vedette Rose Ouellette, la poune. Alors là, si vous avez plus de 50 ans, vous savez de qui je parle, mais sinon, allez vite vous prendre des billets pour cette pièce parce que c'est une femme extraordinaire qu'on doit connaître. De 1910 à 1990, elle a fait tellement de choses. Merci beaucoup d'abord pour accorder quelques minutes de votre temps précieux pour qu'on puisse se parler aujourd'hui. On se parle de la pièce musicale La Géante. Est-ce qu'on parle d'une pièce musicale ou d'une comédie musicale? Bien, en fait, j'aime bien parler de théâtre musical. Quand on pense à une comédie musicale, pour moi, c'est très différent d'un théâtre musical. La comédie musicale, c'est souvent des spectacles à grand déploiement avec des numéros de production dont les chansons sont parfois éjectables. Dans un théâtre musical, c'est un petit peu plus artisanal et la musique est vraiment tricotée à travers le texte. Les chansons font avancer l'histoire. Souvent, la courbe dramaturgique du spectacle est un petit peu plus dense. Donc, c'est vraiment du théâtre dans lequel on chante et on danse et on s'envole. Comment vous allez faire pour amener tout l'aspect du début des années 1900? De quelle manière vous allez intégrer tout ça, le Faubourg Amelas et tout ça? C'est loin là, pour les jeunes. Là. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, bon, si on fait quelques recherches, là, si on ouvre notre Internet, on peut trouver quelques images des années 90 de Rose Ouellette, de la Poune. Mais avant ça, il y a très peu d'archives. Il faut vraiment creuser, il faut fouiller, il faut s'intéresser profondément dans la biographie, Bon, c'est impossible que les jeunes d'aujourd'hui, les moins de 30 ans, même moins de 40 ans, puissent avoir accès à ça rapidement. Rose Ouellette, quand on pense à elle, on pense à la Poune, on pense au personnage, bon, de la dame déguisée en matelot, mais on a tendance à oublier, surtout nos générations ou les plus jeunes encore qui n'ont aucune idée de qui il s'agit, que cette femme-là, à la base, ça a été la première à être à la tête d'un théâtre institutionnel en Amérique du Nord. La première femme. Et elle était jeune aussi. Et très jeune. Et la première femme aussi à ne pas être le faire-valoir d'un homme dans un duo comique. La première à dire « c'est moi la drôle ». Elle a ouvert la porte à toutes les Clémence Desrochers, les Lise Dion, les Mariana Mazza qu'on connaît aujourd'hui, les Virginie Fortin, et j'en passe. Donc, c'est une femme qui, oui, a été précurseur dans le milieu de l'humour, mais c'était aussi une comédienne, une chanteuse, une metteur en scène, une productrice, une directrice artistique. Et moi, je m'identifie à tout ça. Donc, c'était assez évident que ce sujet-là était riche et qu'on avait envie d'en parler. Mais souvent, je me fais demander ça. Comment ça, t'es jeune, toi? Pourquoi tu t'intéresses tout d'un coup à Clémence Desrochers, à la Poune, à la Corriveau? C'est une vieille affaire. Mais ma réponse, c'est quand on replonge dans l'histoire d'hier, quand on se questionne sur d'où on vient, on peut un petit peu mieux réfléchir à où est-ce qu'on a le goût de s'en aller et où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Même si on s'en doutait ou certains le savaient, le milieu le savait, mais avec votre annonce pour la Géante, eh bien, de dire que Rose Ouellette, elle était amoureuse, un grand amour passionné pendant plus de 40 ans avec une femme. Et cette histoire d'amour-là était secrète aux yeux du grand public, mais dans le milieu théâtral, du spectacle, dans le milieu culturel, tout le monde savait. Mais c'était pas quelque chose... On était à une autre époque, là. On pouvait pas en parler. Mais c'était pas une femme qui se cachait non plus. Et nous, on a eu la chance et le privilège de rencontrer la petite fille de Rose Ouellette dans notre processus de création. Et elle nous a parlé, bien sûr, de sa grand-mère, mais elle nous a parlé aussi de cette femme qui était Gertrude, qui était l'amoureuse de Rose. Puis elle, son élan à la petite fille de Rose Ouellette, Kathleen Verdon, c'était de mettre aussi la lumière sur Gertrude en disant... Un peu comme Céline et René, là. Il y a quelque chose... Rose Ouellette, sans Gertrude, n'aurait pas été Rose Ouellette. C'était un duo inséparable de femmes d'affaires, de visionnaires, de progressistes. Les deux s'élevaient l'une et l'autre. Et malheureusement, dû au secret, et à l'époque, Gertrude est toujours restée dans l'ombre. Mais c'était une femme très importante qui mérite aujourd'hui qu'on remette la lumière un peu sur elle. Donc, c'est aussi ça, l'élan derrière ce choix-là, d'en parler dans le spectacle. Ce que je trouve qui est intéressant dans cette réalité-là et dans l'écriture de Geneviève, c'est l'opposition entre le monde du rire, du rêve, l'espoir qu'amenait Rose Ouellette dans une période extrêmement sombre et pesante. Donc,
pourquoi pas le rendre en poésie visuelle. Donc, dans le spectacle, d'où cet élément-là d'avoir une espèce de magie, comme si on est dans les yeux de Rose, comme si elle arrivait toujours à voir le plus beau. Malgré la pauvreté, malgré la guerre, malgré tous les enjeux, les gens qu'elle croisait sur sa route, elle voulait les faire rire, elle voulait amener le soleil partout. Et dans la vraie vie, là, elle a travaillé pas longtemps, à la Duchess Shoes Factory. Et elle a été remerciée très rapidement parce qu'elle jouait de l'accordéon et puis elle voulait faire chanter les travailleurs parce qu'elle trouvait qu'ils étaient trop gris. Puis elle voulait mettre un peu de rose dans leur journée. Et malheureusement, elle a été mise à porte. Vous avez une superbe distribution dont vous faites aussi partie. Oui. Vous jouez la belle Gigi, justement. Est-ce que c'est difficile de faire la mise en scène et de jouer aussi en parallèle? C'est un défi de faire la mise en scène et de jouer dans le spectacle amène de nombreux défis, mais je suis rendue pas pire entraînée. Ce qui permet ça, je dirais que c'est l'équipe. En fait, pendant tout le processus de répétition, moi, je suis vraiment de l'autre côté de la table avec mon chapeau de metteur en scène. Je dirige l'équipe. Il y a une autre comédienne qui fait ma doublure, en fait, en répétition pour que je puisse créer le spectacle. Puis 2-3 semaines avant la première, je saute dans mes souliers. C'est là le vertige. C'est d'avoir moins de temps que mes collègues pour m'approprier le personnage, mais en même temps, je m'approprie toute la pièce et l'univers depuis des mois et même des années en portant mon chapeau de directrice artistique et de metteur en scène. Donc, je suis prête. D'ailleurs, ça m'amène à parler un peu de la signature de la mise en scène. Les 8 comédiens, interprètes, chanteurs, chanteuses sont sur scène presque du début à la fin, un peu comme dans la Corriveau. Chacun défend un personnage principal de l'histoire qu'on a vu un peu dans les vidéos promotionnelles, mais chacun aussi va interpréter les travailleurs de la factory, les habitants du faubourg Amelas, les employés de la troupe de théâtre. Donc, on se transforme sur scène, on change de costume. C'est sportif, ça chante, ça danse. C'est de la haute voltige d'interprètes. J'espère que les gens vont être au rendez-vous dans la salle pour voir se déployer ces grands talents qui seront sur scène. De commencer l'aventure en région, dans la Naudière, c'est un choix très conscient. C'est un gros choix de choisir de dire, ben nous, on pense que notre projet de grande qualité mérite de naître à l'extérieur d'un grand centre. Il y a quelque chose, il y a une fébrilité dans la salle. Moi, c'est chez nous, c'est ma maison. Je viens de Joliette, de la Naudière. J'espère que mon monde va être au rendez-vous. Je suis très, très, très excitée. Alors cet été, le rendez-vous, c'est au Centre culturel des Jardins pour La Géante. Cet épisode est maintenant terminé, mais revenez nous voir la semaine prochaine pour découvrir d'autres artistes de la région. De plus, je vous rappelle que vous pouvez consulter toute notre programmation sur le tvrm.ca. N'hésitez pas également à vous abonner à notre infolettre pour rester informé de tout ce qui se passe dans votre région. À la semaine prochaine!